Et donc, je partage l'écran. Donc, merci pour cette belle organisation et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde et franchement, félicitations. Donc oui, j'ai voulu axer un petit peu la discussion, pas foncièrement sur l'épaule, mais plus sur quelle est l'importance du suivi, comment est-ce qu'on peut suivre nos patients, comment est-ce qu'on peut se partager les données. Et je vais partager quelques pistes qu'on a. On est dans un institut de l'épaule, comme il peut y avoir des instituts du pied et ainsi de suite, où c'est plusieurs professionnels qui travaillent ensemble et qui réfléchissent ensemble pour essayer de prendre au mieux les patients. Pourquoi les classifications? Les classifications, ça a l'air rébarbatif, ça prend du temps, c'est compliqué. Est-ce qu'on arrive à en sortir des données? C'est la question qu'il faut se poser. Mais c'est vrai que ces classifications, ça permet de mieux comprendre les lésions. On peut avoir des classifications radiologiques qui sont très utiles pour savoir si une lésion elle est grave, si elle n'est pas grave. Ces classifications permettent d'orienter un traitement, savoir s'il faut traiter orthopédiquement ou s'il faut traiter chirurgicalement. On voit par exemple sur une luxation acromioclaviculaire où un type 1, c'est une simple entorse, on va pouvoir la traiter de façon plutôt orthopédique, alors qu'un type 5 ou autre va certainement falloir opérer. Mais donc, en gros, ces classifications, ça nous permet de voir à quel degré le patient a besoin d'avoir un traitement plutôt orthopédique ou plutôt un traitement chirurgical et quel type de traitement. Toujours dans ces classifications, pour reprendre les classifications sur l'épaule, il y a exactement les mêmes sur le pied, et ben, ça va nous permettre de réfléchir quel type d'intervention on va pouvoir proposer aux patients. Par exemple, sur une fracture d'épaule, on va pouvoir proposer donc simplement un traitement type coude au corps ou on va pouvoir proposer un traitement avec une ostéosynthèse chez un patient jeune. On va pouvoir proposer un traitement par prothèse si par exemple on a une fracture plus une luxation. Donc ça va orienter notre traitement. Après, il y a plein de classifications. Et on voit que pour une même fracture, on peut avoir plein de types de classifications. Et c'est assez facile de s'en mêler et de ne pas parler forcément le même langage d'un pays à un autre ou même d'une école de chirurgie à une autre. Les classifications, ce n'est pas que radiographique. Il y a des classifications, bien sûr, sur les scores cliniques. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Par exemple, les scores de l'épaule que les kinés connaissent très bien, c'est le score de Constance, un score qui est utilisé de façon courante, qui est reproductible, qui est utilisé dans plein de publications. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des publications des éditeurs qui ne veulent pas publier certaines études s'il n'y a pas les scores de référence. C'est important aussi parce que ça nous permet d'avoir un score de départ, c'est-à-dire avant un traitement, que ce soit de la rééducation, que ce soit de la chirurgie, et un score d'arrivée, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien fait notre travail. On voit qu'il y a pas mal d'items dans ce type de score. Il y a des items sur la douleur, sur le niveau d'activité, sur le niveau de travail, la mobilité, la force musculaire. Et il y a même après une pondération qui se fait par rapport à l'âge. Et on voit la complexité, le temps que ça prend. Et nous, nos kinés qui font des scores de constant, des bilans de rééducation, nous disent clairement que ça leur prend un bilan 20 à 25 minutes quand c'est bien rodé. Alors que au début, ça leur prenait voire 45 minutes. Donc, c'est très chronophage. Les scores de rééducation, ils sont aussi adaptés à une pathologie. Par exemple, on a dit que le score de Constance était un peu généraliste, mais un score, par exemple, pour quelqu'un qui se luxe une épaule, on va vouloir avoir un score un peu plus dédié à sa pathologie, comme le score de Valcher-Duplet, qui va prendre en compte le type de sport, est-ce que c'est un sport en compétition? Et on voit bien qu'il y a des scores qui vont être adaptés à la luxation d'épaule chez le jeune qui est sportif, qui ne sera pas du tout adapté pour évaluer une prothèse d'épaule qui sera plus sur la personne plus âgée. Donc, il faut vraiment adapter les scores à la pathologie et pas faire forcément systématiquement le même score à tout le monde. Comment on fonctionne chez nous?
Par exemple, pour tous les patients qui vont se faire opérer d'une épaule, que ce soit une coiffe ou que ce soit une prothèse, ils vont avoir un circuit particulier. C'est-à-dire qu'ils vont bien sûr voir le chirurgien en consultation, ils vont voir le kinésithérapeute du centre en consultation pour un bilan préopératoire. Le bilan préopératoire, ça va permettre de donner des idées de base sur l'état du patient, sur un vrai bilan kiné que nous, chirurgiens, on ne sait pas faire. Par exemple, voir s'il y a un décentrage antéro-supérieur, le C-test, le scapular assistant test, la rétraction capsulaire, tous ces éléments qui sont vraiment appris par les kinésithérapeutes et nous, on ne les connaît pas bien, mais par contre, ça nous apporte beaucoup d'avoir ces différentes informations sur l'examen postural, sur la recherche des contractures. Et on voit ici à gauche et à droite le préopératoire et la consultation à 6 mois. Donc, une consultation préopératoire, une consultation à 6 mois. Le but de la consultation à 6 mois, c'est de voir si le patient il a bien récupéré grâce à la chirurgie, mais pas que. Avec tout ce qu'on a pu lui donner comme l'immobilisation au début, parce que bien évidemment, on leur demande d'être un petit peu au repos après une chirurgie, mais aussi la rééducation. On commence par de l'autorééducation, puis de la rééducation en kiné, et on va pouvoir adapter un petit peu tout ça. Et donc là, on voit la différence entre le score préopératoire et le score post-opératoire avec un constant. On est content parce que j'ai pris un patient qui allait bien avec une amélioration du constant. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ça. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette évaluation? C'est que c'est une évaluation qui est indépendante du chirurgien. C'est-à-dire que nous, on fait faire cette évaluation par les kinésithérapeutes parce qu'on est souvent biaisé. On veut que notre patient aille bien. Et dans les études, eh ben, il y a un peu des conflits quand on évalue soi-même son patient. Et c'est vrai que quelqu'un d'extérieur, il sera beaucoup plus objectif, froid sur la qualité. Et donc, le but, c'est de se sortir de ce carcan du chirurgien qui évalue soi-même son patient, mais plutôt de faire évaluer par une autre personne, un kinésithérapeute, ou voire par le patient lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus honnête qu'un patient qui pourrait répondre lui-même à la plupart des questions. Donc, le but, c'est de diminuer les biais pour rendre les études ou même la qualité des résultats meilleure et qu'on sache où est-ce qu'il faut qu'on s'améliore, que ce soit en termes de rééducation, sur le travail des mobilités, sur la force, la cinématique et bien sûr la satisfaction du patient parce que ce qui va nous intéresser à la fin, c'est la satisfaction. C'est bien beau d'avoir des feuilles comme ça, mais si on ne peut pas sortir ces données, c'est compliqué. C'est-à-dire, il faut les extraire, les sortir en tableur Excel, et ça demande beaucoup de travail. On a pu sortir, nous, par exemple, pour une étude, on a voulu étudier s'il y avait un intérêt de réparer les tendons de la coiffe des rotateurs chez les patients de plus de 70 ans. Vous le savez peut-être, chez les patients jeunes qui ont des ruptures des tendons, ben, on va leur proposer assez fréquemment de les réparer. Après, la question peut se poser chez la personne âgée, l'utilité de le faire ou voir si simplement de la rééducation, essayer de les améliorer ou voir une prothèse peut être utile. Mais la question de est-ce qu'on va réparer de la même façon un patient jeune et un patient âgé, ben, on s'est posé la question dans notre groupe. Et donc, eh ben, on a ressorti l'ensemble des données parce qu'on a ces données maintenant. On a fait ces données depuis 2015 où il y a un bilan préopératoire, un bilan post-opératoire. Ça a été fait de façon objective et ça permet de se dire, bon, ben, est-ce que, par exemple, sur cette population-là, une population cible de 70 ans, est-ce que c'est utile ou non de faire cette chirurgie? Et vous allez voir que dans toutes les études, eh ben, il y a beaucoup de perdus de vue, il y a beaucoup de patients en fait, qui vont passer à la trappe. Ici, c'est un petit flowchart. On avait 3682 patients au début 2015, puis après, il y en a 1000 qui ont été virés parce qu'en 2017, on a changé des petites choses dans les questionnaires. Donc, forcément, ce n'est pas le même questionnaire. Donc, statistiquement, ce n'est pas valide. Après, on en a supprimé plein jusqu'à ce que, en fin de compte, sur ces 3682, il y en ait 879 qui soient valides. Et on voit l'importance, maintenant, un petit aparté par rapport
à l'hydroxychloroquine, de faire des études de qualité. Parce que dès que l'étude n'est pas de qualité, eh ben, on va avoir, et c'est normal, un conseil scientifique qui va dire mais non, c'est pas valable, on ne peut pas s'appuyer sur vos résultats parce que ça n'a pas été borné, ça n'a pas été cadré. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir le moins de biais possible, eh ben, ça va rendre vos études, votre travail, et avec beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de qualité. Donc, on peut extraire des données brutes. Ces données brutes, je trouve que ça a assez peu d'intérêt. Ce sera toujours les mêmes données euh, dans tous les tableurs. Bon, bah, il y a des droitiers, forcément, il y a plus de droitiers qui sont atteints que de gauchers. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ces données-là. Après, on peut se dire que, bah, tiens, oui, tiens, c'est amusant. On voit que les gens à plus de 70 ans, bah, ils poursuivent de la kiné pendant plus de 6 mois, alors qu'on aurait tendance à penser que bah, au bout de 4-5 mois, ils auraient arrêté. Ben non, de même, ils continuent de poursuivre. Donc, ça donne des informations. Après, ça permet peut-être d'aller un petit peu plus loin dans l'étude. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué plus longtemps? Après, il faudrait aller rappeler les patients, leur dire pourquoi est-ce que vous avez continué? Parce que vous avez mal, parce que c'est votre kiné qui vous a demandé, parce que vous n'avez pas tout récupéré. Mais forcément, à 70 ans, on ne peut pas récupérer toutes les mobilités parce que vous avez peut-être de l'arthrose, il y a peut-être d'autres choses. Donc voilà, on pourrait aller plus loin. Ça permet, on va dire, ces données brutes, de se dire, bon, tiens, il y a peut-être quelque chose à travailler là derrière. Mais c'est tout. On voit qu'il n'y a pas tant de monde qui prend des antalgiques. Après, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va comparer cette base de données, par exemple des plus de 70 ans, avec une base de données de la population générale sur les autres dossiers qu'on avait et voir si ces deux populations sont comparables en termes de décentrage, de rétraction capsulaire et ainsi de suite. On voit en données brutes que les scores de Constant ont été bien améliorés chez cette population de 70 ans, de 49 à 65, donc avec même un score pondéré à 71. Donc, globalement, il y a un gain pour réaliser cette intervention et bien sûr toute la rééducation qui est faite par la suite. On voit que le score de SST, SSV, c'est des scores de satisfaction de patients sont aussi améliorés et on peut voir qu'en gros, on a 90% des patients qui sont satisfaits ou très satisfaits. Ça veut dire que globalement, on se dit que ce qu'on fait, c'est une chirurgie pas très invasive, c'est-à-dire on met une caméra dans une épaule pour réparer des tendons, et ben même à 75 ans, c'est pas une perte de chance que de leur proposer ça parce que, voilà, objectivement, on les améliore et ils sont plutôt satisfaits. Donc, tout ça, c'était pour parler un petit peu de la qualité des études, comment est-ce qu'on les fait ces études, mais toutes ces études nécessitent de faire des scores. Et faire des scores, eh ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très chronophage. C'est chronophage pour le chirurgien, pour le patient, pour le kiné, pour tous ceux qui suivent. Et souvent, on n'arrive pas à partager ces scores. On n'arrive pas à donner ces scores au médecin traitant qui ne va pas forcément comprendre le score, au kinésithérapeute qui ne va pas utiliser forcément les mêmes scores ou les mêmes langages. Et le but, c'est d'essayer de tous parler le même langage pour avoir des choses qui soient valides. Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps? Eh bien, pour gagner du temps, on peut proposer, par exemple, de faire des auto-questionnaires. Et ça, je pense que c'est une partie de l'avenir. C'est-à-dire, au lieu de dire aux patients, est-ce que vous avez mal? Vous avez mal à combien? Sur 10, 0, 7? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment à 7 sur 10? Oh, peut-être 5. Alors, le problème, c'est qu'on va créer un biais chez le patient. On va créer un biais parce qu'on va l'influencer. Si le patient il est chez lui et qu'il répond à un questionnaire, que ce soit papier ou autrement, il va se dire, c'est vrai que là j'ai mal, il va oser dire qu'il a mal à 8 ou à 9 sur 10 la nuit parce que ça lui fait mal à 8 à 9 sur 10. Il ne voudra pas forcément faire plaisir au chirurgien. Et d'où l'intérêt d'essayer de trouver des scores. Par exemple, ici, c'est un score de Constant qui a été développé par l'équipe de Nice qui permet
de faire ce score de constant, mais tout seul par le patient qui voit des photos et qui se dit ah oui tiens j'arrive à porter 1 litre de lait, j'arrive à faire ça et donc il arrive à faire lui-même ses scores. On l'implique le patient, on l'implique dans les démarches de soins et ça c'est très important parce qu'un patient qui est impliqué dans la démarche de soins, c'est un patient qui va aller beaucoup mieux. Maintenant, on peut faire aussi tout ça en numérique. Là, c'est une petite vidéo, c'est un logiciel Follow Health qui permet de suivre les patients. Et donc là, tout simplement, on va cliquer directement sur le nom du patient, savoir pour remplir ces différents scores. Le but, c'est qu'on puisse intégrer ça directement en fichier Excel, que ça puisse sortir tous nos patients avec tous les scores en fichier Excel. C'est très utile, mais on va dire que ça reste toujours assez long parce qu'il faut cliquer sur chaque chose une fois qu'on a posé la question au patient et ainsi de suite. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des tablettes, une tablette type iPad. Alors, je ne sais pas si on voit sur la petite vidéo. Le patient, il a sa tablette dans la salle de consultation et il va répondre aux différentes questions qu'on aura proposées et il va donc répondre à toutes les questions qui nous seront utiles et donc on n'aura pas besoin de reposer. Toutes ces questions, il les aura répondues sur sa tablette en consultation. Il faut savoir que c'est très utile pour les chirurgiens du pied également et pour les kinésithérapeutes qui commencent à l'utiliser assez fréquemment. Pourquoi c'est utile? Tout simplement parce qu'on peut transférer les données entre le chirurgien, le kiné, le médecin traitant et je pense que ça va bien sûr se développer pour les podologues. Ici, là, je vous ai montré sur cette vidéo pour tout ce qui me concerne sur l'épaule, mais il faut savoir qu'il y a exactement la même chose dans le pied. Et je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe en direct sur le web. En conclusion, il faut faire des scores. Oui, il faut faire des scores parce que quand on veut savoir, par exemple, une mobilité articulaire, que ce soit au niveau de l'épaule ou que ce soit au niveau de la luxe, il faut savoir si ce qu'on a fait, ça a permis de progresser. C'est-à-dire que si une épaule on était limitée à 90 degrés et qu'on arrive à monter à 180 degrés, on sait qu'on a amélioré le patient. Ça sera exactement la même chose pour toutes les articulations. Il faut savoir scorer, mais il faut savoir utiliser un peu les scores qui seront utiles, qui peuvent être publiables et qui seront compréhensibles par les différentes spécialités. L'examen clinique restera indispensable. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire que de la téléconsultation, et Pierre pourra nous en parler tout à l'heure. Il faudra aussi examiner, palper le patient, le mobiliser et le voir physiquement. Les scores, c'est chronophage. On a un avenir avec les auto-questionnaires, que ce soit par tablette, par mail, sur leur téléphone portable, on leur envoie un petit flash code. Ils vont avoir sur leur téléphone portable des petites questions à répondre pendant qu'ils attendent pendant 15 minutes la radio avant de passer la consultation. Ça va être facile, ça va être une extraction facile des données et des logiciels qui vont être accessibles aux médecins, aux kinésithérapeutes, aux podologues pour partager l'ensemble de ces données. Je voulais vous remercier encore pour cette invitation et je vais vous montrer un tout petit peu si tout le monde voit l'écran. Donc voilà, donc là je suis sur le site internet où on Alors voit… là, Kevin, on voit encore ta présentation. Je pense que c'est comme moi, il faut que tu réajustes ton partage d'écran. Alors, est-ce que là tout le monde voit? Non, ça ne marche pas. Alors attends, parce que des fois il y a Alors, un peu je de fais temps, arrêter mais de partager peut-être voilà, par et rigueur, partager l'écran et je vais faire hop, tac. Voilà, tout le monde parfait, tu voit? peux y aller. Hein, voilà. Donc là, par exemple, je suis sur un patient fictif où on a un score de l'AOFAS, de l'avant-pied pour les orteils, où le patient va répondre sur sa tablette ou par mail ou sur son iPhone les différentes questions. Est-ce qu'il a mal à son pied? Est-ce que les douleurs sont sévères, permanentes? Est-ce qu'il y a une modification du chaussage? Est-ce que
est-ce qu'il y a des limitations au niveau des activités? Et après, il y a des questions qu'il ne pourra pas répondre sur la mobilité de la MTP1 et ainsi de suite. Et bien ça, c'est le chirurgien, lors de l'examen clinique, il va pouvoir cliquer et ça va permettre de donner tous ces scores combinés entre le patient et l'examen clinique. Donc voilà pour tout ça. Et je voulais encore vous remercier pour cette invitation qui est vraiment superbe. Et c'est un très très beau travail. Merci à Jérémy et à tout le monde. Merci, merci Kevin. Donc oui, effectivement, alors c'est vrai que souvent, ils me remercient en direct parce que je les connais par d'autres expériences, mais merci vraiment à David et à Thierry qui ont vraiment œuvré à l'organisation et voilà, je veux vraiment toujours faire cette précision. Quelques questions à propos de l'auto-questionnement que tu fais avec tes patients. Quand tu utilises les termes médicaux, paramédicaux, est-ce que tu n'as pas peur que ça influence l'observance des patients et la faculté qu'ils ont à y répondre? Non, je pense que les patients, ils vont être plus honnêtes s'ils font les questionnaires par eux-mêmes que si on les influence, quelle que soit la façon. Et pour le coup, il y avait une autre question là-dessus, un petit peu sur le côté un petit peu score. Euh, il y a des professionnels là sur le chat qui trouvent que beaucoup de patients ne comprennent pas bien les questions et des fois répondent euh, forcément de manière incorrecte à certaines questions en ce qui concerne la capacité à répondre de manière pertinente et C'est tout à fait de vrai. manière fiable. C'est tout à fait vrai et c'est pour ça que je préconise le développement des scores avec des images ou avec des vidéos. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices de ces scores où ce sont des questions et les questions, des fois, elles sont mal posées ou trop longues ou pas forcément très compréhensibles. Un patient, si on voit le score de constant, on lui dit est-ce que vous arrivez à porter 3 kilos? Il n'en sait strictement rien. Alors que si on lui dit est-ce que vous arrivez sur une photo à porter un paquet de farine, ben là, il va comprendre. Et donc, en fait, il faut s'adapter. Et le problème des scores aussi, c'est l'âge des patients. C'est-à-dire qu'autant un patient jeune de 25 ans qui a sa tablette, qui a son iPhone, eh ben, il va pouvoir répondre facilement, il va comprendre beaucoup plus facilement. Mais une patiente de 80 ans qui a une prothèse d'épaule à qui on veut faire remplir sur une tablette, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Et au début, ma secrétaire, elle devait aider vraiment les patients. Donc, les patients qui n'y arrivent pas, bah, faut faire à l'ancienne, il faut leur poser les questions plusieurs fois de façon différente pour être sûr qu'ils ont bien compris la question. Alors, deux dernières questions. Une que je connais, mais je te laisse y répondre. Je sais que là, tu as présenté Follow, F-O-2-L-O-W. Je l'ai mis dans la résolution des questions-réponses. Est-ce que tu as d'autres applications ou sites à conseiller? Alors, il y a d'autres applications, je ne les connais pas personnellement. Follow, c'était une application vraiment dédiée au score au début. Maintenant, ils s'étendent sur euh, euh, la gestion outils des cabinets et des choses comme ça, mais il y a certainement d'autres applications. À la base, moi, je les faisais sur Excel, hein, donc ça marche aussi. Et après, dernière question. Alors là, pour le coup, c'est technique, donc je vais lire les phrases parce que je suis que podologue. Avez-vous des retours sur la prise en charge chirurgie tardive, plusieurs années, d'une luxation acromioclaviculaire stade 6? Alors, les stades 6, déjà, on n'en voit pas. Euh, on va dire de la chirurgie acromioclaviculaire, ça dépend si c'est en chronique. Donc là, a priori, c'est la question, c'est en chronique. C'est des chirurgies un peu plus complexes qui associent des ligamentoplasties. Il faut vraiment que ça gêne. Il faut qu'il y ait un déplacement majeur pour le faire. Après, oui, avec un transfert ligamentaire, comme vous pouvez voir pour la cheville et tout ça, ça fonctionne très bien. Alors, pour information, vu que c'est la fin des questions pour le coup, Thierry, que je connais, nous précise que DigiCare aussi fait certaines Oui, choses c'est vrai, là-dessus. DigiCare, oui, tout à Donc fait. voilà, donc, Mm. pour Non, pas non, négliger ça. exactement. Il n'y a pas de conflit. C'est Kevin, tu veux juste. finir sur quel... Attends. Et ben, je vais finir sur vous remercier encore une fois à tout le monde, David, Thierry, Jérémy, pour cette invitation. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Faudra lancer, j'ai vu sur Didoc, l'épaule parce que je regardais pour mes patients
que je vais voir en téléconsultation. Donc, ça va être la communication d'après, parce que je vais faire de la téléconsultation à cause du confinement. Et bien sûr, il faut tous rester confinés pour l'instant, mais la téléconsultation, c'est quelque chose que je vais démarrer là depuis cette semaine. C'est vrai que ça me manque de pouvoir envoyer des vidéos sur Didoc, donc j'attends ça avec impatience.